Cette vidéo est la suite de celle-ci. Ils se battent avec de l'énergie. Si vous ne l'avez pas vu, faites demi-tour et revenez quand vous aurez regardé la première partie. Bon, est-ce que tout ça est réel ? Est-ce que ces maîtres chi propulsent réellement leurs élèves à l'autre bout de la pièce grâce à la maîtrise d'une énergie? Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que ce sont pas des acteurs qui sont payés pour faire semblant. En tout cas, pour la majorité des cas, ce sont vraiment des élèves qui suivent année après année un enseignement auprès de leur maître. Alors comment on explique ce phénomène? Bon alors je pense qu'il n'y a pas une seule réponse, mais probablement un ensemble de facteurs explicatifs, comme la soumission à l'autorité, comme des effets de suggestion ou d'autosuggestion. En tout cas, maintenant, on va regarder quelques exemples qui nous permettent de douter fortement de la réalité de ce phénomène. Revenons par exemple à Maître Lamphila. Le maître chi fait un geste et hop, son élève subit instantanément son énergie sans aucun contact. Mais regardons ce qui se passe la seconde d'après. L'élève se relève, le maître veut à nouveau le faire tomber à terre avec son geste, mais cette fois l'élève se trouve dos au maître, donc il voit pas son geste énergétique. Alors du coup le maître saisit le poignet de son élève et le tire en arrière. Quelle coïncidence, hein? Comme s'il fallait que l'élève comprenne ce que le maître voulait de lui pour que l'énergie du chi fonctionne. Bon, maintenant on va retourner voir les prouesses du maître Hiraoka. Tell him what's happening to you. Okay. Bon alors là, il est en train de faire une démonstration de sa puissance avec un de ses élèves chez deux retraités dans leur salon. Ouais, c'est un peu bizarre comme situation. When the saber point is reaching, just breaking that energy barrier, the energy I can feel it travel up into the saber, into my arm, and especially into my internal organs, into my chest. Contracting. Bon bah là, on a carrément le maître qui met ses mots dans la bouche de son élève. He can reach me here, right? Okay. Okay. I put the energy barrier. Okay. Here. Okay. Okay. Reach my head. Come on. The harder you try, what's gonna happen? Bon bah difficile de faire plus explicite que ce passage pour illustrer l'influence énorme qu'ont les maîtres sur leurs élèves. Là encore une fois, Hiraoka, il impose carrément un début de phrase et donc un raisonnement à son élève. C'est même plus de la suggestion ambiguë, c'est juste qu'il lui dit quasiment ce qu'il doit ressentir. On a vraiment l'impression que son élève est devenu sa chose, quoi. The harder you try, what's gonna happen? The harder that I try, the more punishment I get, and I use the word punishment because what'll happen is as I get to here, and if I were to strike harder, my arm becomes completely immobile because of the tension and the muscles contract. Alors on peut aussi revenir à Maître Gu et ses cours au Collège de France dans les années 80, parce que je suis tombé sur un passage franchement magique. Alors ici, ce sont deux élèves de Maître Gu qui font une démonstration de leur maîtrise du chi à l'assemblée, donc qui assiste ce jour-là au cours. Et pan, l'homme s'écroule, en faisant, ou se laisse repousser sans aucune résistance. Comme vous voyez, c'est vraiment pas fameux comme démonstration, on voit pas trop de manifestations de l'énergie du chi, on voit plutôt deux mecs qui se poussent comme ça de manière assez chaotique. Mais écoutez l'explication de Maître Gu. Vu que leurs énergies intérieures sont sensiblement égales, donc il est obligé de mobiliser ses forces physiques. Donc voilà, la démonstration aurait échoué parce qu'en gros, leur maîtrise du chi serait égale. Mais quand le maître Gu reprend le relais, voilà ce qui se passe. Effectivement, ça marche tout de suite
bien mieux. Mais alors pourquoi ça marche mieux? Parce qu'il y a une autre hypothèse hein, que celle de maître Gu, c'est que la relation d'élève à élève, c'est une relation purement horizontale. Les deux élèves n'ont pas de relation d'adoration entre eux, hein, ils n'ont pas spécialement non plus de raison de croire que l'autre maîtrise correctement le chi, ils ne croient pas en la puissance énergétique de l'autre. Tout le contraire de la relation qu'ils entretiennent en fait avec leur maître. Hein. En fait, cette démonstration elle est magique parce que c'est quasiment un auto-debunk. Oh tiens, salut Gaïs. Oh, salut Milgram. C'est fou de se croiser par pur hasard comme ça là. Oh, mais qu'est-ce que tu fous là? Enfin, c'est dingue. Gaïs a 29 ans. Il a créé la chaîne YouTube Geek and Fit. Il n'aime pas faire la vaisselle et pratique le kendo depuis 15 ans. Bah écoute, justement ça tombe bien parce que je cherchais quelqu'un, un combattant pour me balancer une boule d'énergie à la tronche. Donc si jamais t'as le temps pour faire un petit test. Ah bah oui, parfaitement, on va pouvoir mettre en application ce qu'on fait habituellement au dojo. Et bah c'est parti. Bon t'es prêt Gaïs, t'es chaud? Ouais, tout à fait. Bon alors, écarte un peu les jambes, les pieds bien parallèles à la largeur du bassin. Ok. Alors maintenant, tu perçois le poids de ton corps qui descend dans tes pieds et qui s'écoule dans la terre. Et tu t'ancres. Ancre-toi, Gaïs. T'es bien ancré là? Ouais, ancré à fond. Ok, tends tes bras vers toi avec les paumes des mains vers l'intérieur et concentre-toi sur l'énergie que tu perçois entre tes deux mains. Petit à petit, tu vas rapprocher tes mains l'une de l'autre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une vingtaine de centimètres entre les deux. Alors là, en théorie, tu devrais ressentir l'énergie qui se condense. Alors ne condense pas trop non plus, il y a des vrais risques de coups de jus. Maintenant, tu vas prendre une grande respiration. Tu vas charger ton souffle de chi. Et quand tu te sentiras prêt, tu vas m'envoyer cette énergie à la tronche avec tes mains et avec un cri énergétique. C'est quand tu veux. Yeah! Ok, j'ai rien senti. Moi, je croyais que j'avais affaire à un professionnel. Salut, Gaël, à plus, hein. Ciao. Ciao. C'est trop. Il y en a un qui a quand même commencé à courir à l'envers et ça je trouve ça incroyable. Mais tu fais pas ça avec ton sabre hein. Ah non, pas du tout. Alors toi, qu'est-ce que tu penses de ces écoles d'arts martiaux internes qui basent tout leur enseignement sur ce fameux chi ou sur la maîtrise supposée d'une quelconque énergie? Moi je pense qu'il ferait bien de maîtriser l'externe avant de s'intéresser à l'interne. Très souvent ce sont des gens, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de grandes compétences martiales au sens se taper sur la tête, hein, on va dire. Et je parle même pas nécessairement de se taper sur la tête en mode vraiment essayer de mettre KO l'autre. Voilà, on peut avoir des pratiques comme l'aïkido ou des pratiques comme le kendo où tu vas pas te défendre dans la rue en faisant du kendo, hein, voilà, mais où il y a une composante physique. Et voilà, pour rester poli, je pense que vraiment, il faudrait d'abord qu'ils se concentrent sur la maîtrise technique avant de se concentrer sur une maîtrise interne qui me semble en plus. Enfin, ils veulent avoir des effets externes. Bah oui. C'est-à-dire qu'ils parlent d'une maîtrise interne, ils veulent avoir des effets externes. Je trouve ça hyper bizarre et j'ai vraiment l'impression que c'est du bullshit, quoi. On va pas se le cacher. Donc toi, ça fait 15 ans que tu pratiques un art martial, hein, le kendo, on l'a dit. Est-ce que dans ta pratique du kendo, tu as déjà rencontré ce fameux chi ou ce fameux ki? Alors j'ai rencontré des gens qui en parlaient. Alors moi, ce qui s'est passé, et ça je trouve ça hyper intéressant, c'est que en fait, ça fait 15 ans que je fais du kendo, comme tu l'as dit, mais j'ai pratiqué aussi pendant 1 an du iaido et du jodo avec une personne, et donc je venais à toutes les séances. Et il s'avère qu'il y a certaines séances où il y avait personne qui venait à part moi. Et j'y allais très régulièrement, et j'avais genre 15-16 ans, quelque chose comme ça, pour te dire. Et en fait, cette personne-là avait une sorte de démarche aussi interne. Et elle m'a commencé à me parler du ki, machin, etc. Et elle m'a dit, bah voilà, je peux te faire éprouver ça si tu veux. On peut faire enfin, je peux te montrer ce que c'est que le ki. Donc elle a fait un peu ce qu'on a dans les vidéos, ouais, en l'occurrence. Et donc du coup, elle m'a dit, voilà, enfin, je peux te faire ressentir ça. Et elle m'a mis la main sur l'épaule. Je me souviens, on n'était que 2 pendant le cours. Et bah, lui et moi, du coup, il m'a appuyé et genre, je me suis effondré. C'est-à-dire que je suis tombé, enfin j'ai perdu l'équilibre. Et en fait, je pense que c'était une forme d'hypnose. C'est-à-dire que, parce que
en me remémorant mes souvenirs, etc., il n'y a rien qui m'a vraiment forcé à faire ça. Si ce n'est le respect que j'avais pour lui. Parce qu'en fait, je le considérais, c'était un multimètre, il était fort dans plein d'arts martiaux, etc. Et pour le coup, il faisait vraiment de l'externe, vraiment du sabre, il était vraiment fort dans ce qu'il faisait. Mais à côté de ça, en plus, il m'a fait éprouver ça. Et je me disais, mais waouh, le ki, ça existe trop. J'étais hyper à fond là-dedans. Je pense qu'aujourd'hui, on me referait la même chose. Alors, zéro, mais alors vraiment zéro effet. Et là, on va se dire, mais t'as éprouvé le ki et pourtant t'y crois pas, c'est quand même bizarre et tout. En fait, c'est très simple. J'ai vraiment pas ressenti de truc sur le coup. Je me souviens pas de sensations physiques, je me souviens juste que, oh là là, ça m'a semblé bizarre. Et du coup, je me suis un peu laissé faire. A posteriori, je le reconnais comme ça. Et pour moi, pour le coup, c'est assez clair que c'est un truc que je vois très souvent faire. Par exemple, notre ami commun Clément Fraise le fait très bien sur scène. Il fait très bien faire des trucs à des gens qui pourraient sembler dingues. Et il n'y a pas besoin, encore une fois, du ki pour l'expliquer. Et rien que la confiance que j'avais dans cette personne-là, ça m'a suffi à faire ça. Alors, j'ai pas envie de jeter l'opprobre, le blâme sur qui que ce soit, donc je vais pas citer la personne en question, mais il s'avère que c'est un très haut gradé dans la fédération française qui a écrit un livre sur le kendo assez récemment. Son livre est plein de bons conseils, vraiment plein de bons conseils. Il y a plein de choses qui sont de l'ordre soit du savoir commun, soit des petits tips, des petites astuces que je trouve très intéressantes. Cependant, il y a un moment, il commence à parler du ki. Et là, j'ai vraiment pendant une page à peu près, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais c'est pas possible, on pratique le même truc. Enfin, voilà. Et je vais faire une petite lecture commentée. Comment se fait-il que je m'étouffe et me fatigue tout seul? Je suis beaucoup plus jeune qu'eux. Ma force physique et ma rapidité d'exécution sont supérieures aux leurs. C'est sans comparaison. Ça, c'est ce qu'il dit, en gros, qu'un pratiquant jeune raconte. Et donc, voici comment il le justifie. C'est le genre d'impression ou d'expérience que rencontrent, face à eux, tous les pratiquants qui ont atteint un niveau suffisamment correct pour accéder au combat libre. Effectivement, ces professeurs-là, bien expérimentés, sont protégés par un mur solide qui empêche l'adversaire d'avancer à son gré. Ce mur invisible est constitué de la substance énergétique que l'on appelle le ki. Ok. Nous possédons tous notre propre ki. Et le ki qui émane de notre corps tourne, formant autour de nous des couches destinées, en quelque sorte, à nous entretenir en bon état. Il est bien connu aujourd'hui que notre corps comprend, au-delà du corps physique, le corps énergétique qui s'étend à l'extérieur. Bien sûr, c'est bien connu, non ? C'est bien connu, oui, c'est voilà. Le terme, on peut le dire. Ouais. Le contour visible de notre corps physique n'est pas la vraie frontière qui nous sépare du monde extérieur. Ainsi, notre ki côtoie constamment et quotidiennement celui des autres et de l'environnement dans une relation parfois harmonieuse, parfois conflictuelle. Les professeurs de haut niveau ont autour de leur corps une couche de ki épaisse qui est perçue comme un mur invisible, solide, par les pratiquants beaucoup moins expérimentés qui n'ont, eux, qu'un mur de ki très mince. Face à la pression importante du mur épais, le mur mince, sans force de résistance suffisante, se trouve paralysé et se fait repousser. Il n'arrive plus à assurer le fonctionnement normal du corps physique. Les muscles se contractent inutilement. Le diaphragme bloqué vers le haut empêche les poumons de se regonfler pour reprendre de l'oxygène, etc. Alors, si on résume ce qu'il dit, donc il dit que quand un jeune combattant est perturbé parce qu'il n'arrive pas à arriver à la hauteur de son maître, malgré le fait qu'il soit plus jeune, qu'il ait un gros cardio, etc., ça s'explique notamment par cette couche énergétique, le chi là, que le maître aurait en plus. Voilà, c'est ça. Et après, ça continue un peu sur le même registre. Et moi, ce que je trouve qu'il décrit, c'est-à-dire c'est une vraie sensation physique que tu peux avoir en face de personnes qui sont haut gradées, mais pour moi, il y a plusieurs phénomènes qui n'impliquent pas nécessairement la présence d'une couche de ki épaisse. Voilà. Pour moi, c'est simplement, tu as plusieurs choses. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les professeurs haut gradés, comme ça met beaucoup de temps pour passer les grades en kendo, il faut attendre 1 an après le premier dan, 2 ans après le deuxième, 3 ans après le troisième, etc. Et donc, si tu démarres ta pratique, on va dire à 20 ans, comme le font la majorité des pratiquants en Occident, voire même un peu plus tard, tu te retrouves face à des personnes qui ont 60, 70 ans, 80 ans. En tant que pratiquant peu expérimenté, tu vas pas aller les bourriner. T'es pas, et même quand tu es très expérimenté et que tu es plus jeune, tu ne vas pas, c'est pas le ki qui te retient, c'est la bienséance en fait. Donc il peut aussi y avoir tout simplement le respect pour son aîné qui fait que... Oui. Tu y vas moins brutalement. Bien sûr. Moi, je pense que quand tu es face à des êtres humains décents, qui en plus ont un petit peu tout ce cérémoniel autour d'eux, c'est-à-dire vraiment, tu vois, ils sont mis sur un piédestal, etc., tu les respectes. En fait, le ki,
Ça peut simplement être du respect. Pareillement, si tu es vraiment juste un débutant et que tu te retrouves face à quelqu'un de très expérimenté, il aura beau avoir 60-70 ans, l'expérience technique fera que, eh ben, toi, tu vas être malhabile, l'autre en aura vu des centaines, voire des milliers de combats durant sa vie, il va réussir à te gérer, pas besoin d'avoir le ki. Et ce que tu vas ressentir, toutes ces choses-là, etc., bah, c'est le stress de tes premiers combats libres. C'est le stress de te retrouver face à un haut gradé. Il n'y a pas besoin d'avoir un ki qui explique ça, tu peux juste être stressé. Ou alors il y a du ki sur scène. Quand tu montes sur scène, tu as le track, c'est un mur de ki, puis tout est mur de ki en fait. Et voilà, et typiquement, il n'y a pas besoin que le ki existe pour que ça existe, ces réactions existent. Bon alors il faut que je vous montre aussi une autre petite pépite, hein, un petit bout de vidéo que j'ai trouvé en fouinant des heures dans les fins fonds de YouTube. Et pour ça, il faut tout d'abord que je vous présente Maître Soshokun. Contre la force yang, sa défense yang. Contre la force yang, il faut utiliser la force yin. Et c'est la force yin qui va pénétrer le corps, donc ça passe à travers. Voilà. C'est ça. Donc voilà, un maître Soshokun, c'est aussi un maître d'art martial interne qui maîtriserait le chi et les énergies qui vont avec. Il y a manipulation de l'énergie. Voilà, c'est pas ça. Ça. Et ça. Voilà, ça fait inversion de l'énergie. Donc avec la... Voilà, ça. Et la respiration, ça. Voilà. Là, ça fait... Donc Maître Soshokun est très fort pour enfoncer son poing dans l'estomac de Gilbert en faisant passer ça pour une inversion de l'énergie. Si Gilbert part en arrière, c'est pas du tout parce que le maître vient de lui labourer le ventre, hein, c'est évidemment parce que le coup de poing était devenu énergétique. En tout cas, Maître Soshokun, il a une vraie démarche pédagogique, hein. Il a tendance à montrer à chaque fois la mauvaise façon d'effectuer un geste et ensuite la bonne façon, la façon énergétique. Il faut que ça aille vers le centre du corps. Comme ça, ça va ailleurs, donc il n'y a personne. Donc il faut que ça aille vers. Là, comme ça. Là. Comme ça. Ça fait ça. Donc ça. Et comme ça. Je ne suis pas encore allé, donc ça ne vient pas. Ça va dans le sens. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, voilà. Ça ne va pas, donc. Comme ça. Voilà. Ça. Et petit à petit, voilà. Comme ça. Donc je sais pas si vous avez fait gaffe, mais le maître ponctue sa démonstration de plein de petits comme ça, voilà, et là, et ça, avec aussi parfois en plus des petits gestes de l'index, plein de petits signes différents qui font directement comprendre à l'élève que le geste que le maître est en train de faire doit avoir un effet. Alors je dis pas que c'est forcément conscient de sa part, hein, mais en tout cas ça crée forcément un effet de suggestion. L'élève voit concrètement le maître qui lui indique qu'il est censé réagir à son geste énergético-martial. Ici, c'est pas ça. Ça. Et ça. Voilà. Ça change pas grand-chose. Et ça. Voilà. Ça. Et. Et. Ça. Et alors parfois la suggestion est encore plus claire, hein, avec carrément un compte à rebours qui signifie que l'effet énergétique arrive. 1, 2 et 3. Et voilà. Bon, mais la pépite dont je voulais vous parler, je l'ai trouvée en regardant une vidéo d'un exercice particulier. La vrille au centre. Et comme ça. Dans cet exercice, le maître montre comment il arrive à soumettre un adversaire grâce à l'énergie qu'il lui envoie à travers un bâton. Et donc là, il fait la démonstration avec Monique, une de ses élèves. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc on voit bien à quel point l'énergie attire Monique, hein. Monique devient une sorte de chiffon, elle n'est plus maître de son corps, elle subit tout simplement la puissance de l'énergie du maître Chi. Ok, bon maintenant on va regarder la suite de la démonstration.
Voilà. Oui, mais je peux parler plus haut. Oui, mais je peux parler plus haut. Bon, Monique n'est pas une actrice, hein. C'est une élève qui étudie auprès de son maître Chi depuis des années. On la voit d'ailleurs très souvent pendant les démonstrations du maître être extrêmement concentrée, répéter les gestes énergétiques du maître Soshokun. Bref, Monique croit profondément dans la puissance énergétique de son maître. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors on va décortiquer un peu la séquence. Monique s'est faite attraper par l'énergie du maître qui a commencé à la trimballer avec son bâton. Mais le truc c'est que généralement, le maître envoie les élèves avec son bâton à gauche, à droite, en haut, en bas, bref, il les trimballe en fait dans tous les sens. Mais cette fois, Soshokun ne fait que monter son bâton. Et on voit Monique qui subit donc la prétendue énergie du maître en montant elle aussi. Elle se met sur la pointe des pieds, tout son corps part vers le haut. Mais problème, le maître continue cette fois de monter son bâton. Et il y a un moment où physiquement, Monique ne peut plus suivre. Le corps de Monique est déjà à son maximum de hauteur. Et alors elle lâche la sentence. Oui, mais je peux pas aller plus haut. Pardon. Oh putain, moteur! Et alors elle lâche la sentence. Oui, mais je peux pas aller plus haut. Le problème, c'est qu'en théorie, Monique ne fait que subir l'énergie du maître, comme tous ses élèves, et sa volonté n'a rien à voir là-dedans. Mais forcément, quand les lois de la physique entrent en jeu, eh ben ça change les choses. Bon, on peut pas tirer des conclusions sûres et certaines sur cette séquence, hein, mais je pense qu'elle est assez révélatrice de cette imposture des maîtres Chi. Monique était comme d'habitude entrée dans une sorte de transe énergétique, hein, elle subissait le pouvoir incroyable et magique de son maître, jusqu'à ce que ce prétendu pouvoir défie les lois de la gravité. Et là, avec son oui, mais je peux pas aller plus haut. C'est comme si elle avait repris conscience en une fraction de seconde que c'était bien elle qui décidait de ses mouvements et pas la prétendue énergie invisible du maître. Au final, je pense que les mécanismes qui sont à l'œuvre ici sont probablement les mêmes qu'on retrouve chez les religieux. Par exemple, je trouve qu'il y a pas mal de points communs avec les pasteurs évangélistes qui font entrer leurs fidèles en transe. Parole contre parole. 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 Poder. God can lead people, so no creas que el Espíritu de Dios guía. Fuera, fuera, fuera. ¡Leva! Déjala. ¡Leva! Déjala. Les évangélistes aussi mettent leurs fidèles à terre. Là aussi, le croyant est persuadé que son pasteur est en train de le connecter à Jésus ou qu'il chasse Satan de son corps. Mais qu'est-ce qu'il se passerait si le pasteur testait son super pouvoir divin sur un athée? Ou si un maître Chi projetait son énergie sur quelqu'un qui ne ferait pas partie de ses élèves? Eh bien, on sait ce qui se passe, et voilà ce qui se passe. Dans les années 90, une équipe de télé se rend dans l'école de George Dillman, un maître Chi capable de mettre KO ses élèves sans les toucher. Tac, tac, tac. Un sceptique accompagne l'équipe de télé pour tester le phénomène. Bon alors George Dillman, le grand maître, ne se prête pas lui-même au jeu, hein. Il envoie son bras droit faire l'expérience. Et évidemment, le sceptique ne s'effondre pas au sol comme les élèves, en fait il se passe juste rien. Dans les années 90 toujours, une autre équipe de télé va à la rencontre de Harry Thomas Cameron, un autre prétendu maître Chi qui lui aussi terrasse ses élèves sans les toucher. Mais quand ce maître commence à essayer son super pouvoir sur la journaliste, évidemment, bizarrement, plus de super pouvoir. Du coup, il tente une méthode un peu plus conventionnelle. Gros échec avec la journaliste, du coup il retente le coup avec des combattants de Jiu-Jitsu et même constat d'échec. Alors évidemment, c'est assez rare que les maîtres Chi se prêtent à ce genre d'expérience, hein, mais on a quand même un exemple plus récent avec le maître Lampila, encore lui. En 2013, Mark Mula et ses amis se sont rendus à une démonstration publique des pouvoirs du maître Lampila. Comme d'hab, le maître faisait valdinguer ses élèves dans tous les sens, hein, sans les toucher, mais arrive le moment où Mark et ses amis se prêtent au jeu et demandent au maître Lampila d'essayer son incroyable pouvoir sur eux.
Bon, je vous mets la vidéo en description si vous voulez regarder ça en entier, hein. Mais pour résumer, une nouvelle fois, échec total de la part du maître Chi. Alors on connaît peut-être pas tous les mécanismes psychologiques qui sont à l'œuvre quand un élève se fait secouer comme un pantin par son maître, mais ce qu'on sait c'est qu'il suffit de ne pas y croire pour que ça ne fonctionne pas. Au final, on n'observe pas les effets du Chi ou d'une énergie, hein, mais encore une fois, on observe les effets d'une croyance, voire d'une emprise mentale. Putain, c'est ça la 1000 grammes compagnie père et fils? Putain, mais paye ta devanture. Tu pourrais faire des efforts, papa, sur la vitrine, hein. Hop hop hop, petite pause. Bon, alors, la vidéo sur les maîtres Chi est terminée. Là, ce qui va suivre, c'est une petite annonce concernant le merch artisanal que je vais vous proposer pour Noël. Donc, si jamais ça vous intéresse pas, je vous tape la bise maintenant. Mais avant ça, je voulais remercier Gaïs de la chaîne Geek & Fit pour sa participation. Si vous vous intéressez à la musculation, allez voir ses vidéos. Il a une approche originale qui consiste à lire les études scientifiques et à les vulgariser en essayant de pas raconter n'importe quoi. Bon, alors, pour ceux qui me découvrent et qui ne sont pas au courant, je lance de temps en temps du merch artisanal fait à la main par mon padré, pour ceux qui veulent soutenir la chaîne d'une manière un peu plus originale qu'en achetant une tasse. Donc c'est mon père qui fait du tournage sur bois, qui réalise lui-même les objets semi-quantiques que je vous propose, et moi je m'occupe de faire vos petits colis, etc. Sachant que forcément dans le prix de ces objets, il y a à la fois le coût classique de production hein, qui va à mon phaser, et une partie du prix qui va chez moi pour soutenir la chaîne. Et donc aujourd'hui je lance les précommandes pour la fin de l'année, donc les commandes seront expédiées au fur et à mesure. Le but c'est de tout expédier avant le 15 décembre au plus tard. Donc on refait quelques biocompensateur géodésique et quelques réceptacles tachyoniques de corolle polypétale, mais voici les deux grosses innovations que je vous propose, la barrière d'atomes liquide, autrement appelée bouchon, et l'œuf scalaire de Noël. Sachant qu'il y a plusieurs versions de ces innovations technologiques, hein, je vous laisse regarder ça en détail sur ma boutique si ça vous intéresse, et maintenant quelques petites images de la fabrication de ces objets disruptifs.
Et voilà, donc je vous laisse aller voir ça en détail sur la boutique, le lien est en description. Donc c'est que de la précommande, hein, mais avec un stock limité parce que vous avez vu la tronche de la multinationale. Notre capacité de production et d'expédition est, on va dire, très limitée. Voilà, la suite des aventures arrive bientôt et ce sera très probablement d'ailleurs une nouvelle aventure quantique. C'était G1000 Grammes, à très vite.